Après le clonage du gène d'intérêt, ce ne sont pas toutes les bactéries qui intégreront les plasmides. Alors les cellules doivent être sélectionnées, afin d'identifier celles qui auront intégré les plasmides, et celles qui ne l'auront pas fait. Afin de déterminer les bactéries génétiquement modifiées, on utilise le caractère de la résistance aux antibiotiques. Les plasmides renferment généralement des gènes, qui favorisent la résistance aux antibiotiques, tels que, la pénicilline, l'ampicilline, etc. Le principe de cette technique est la culture de bactéries dans des milieux qui contiennent des antibiotiques, puis analyser les résultats obtenus dans chaque milieu de culture, pour déterminer les clones contenant le gène désiré. Le plasmide utilisé dans cette expérience est caractérisé par la présence de deux gènes. Le gène A, gène responsable de la résistance à l'antibiotique A. Le gène B, gène responsable de la résistance à l'antibiotique B. Le site de restriction est au niveau du gène A. Donc le gène désiré s'intègre au sein du gène responsable de la résistance aux antibiotiques A. Après son intégration du gène désiré, le plasmide perd le gène A, sans perdre le gène B. Donc les bactéries portant le plasmide modifiant, seront sensibles à l'antibiotique A, et résistantes à l'antibiotique B. Une fois la transformation réalisée, on doit d'abord sélectionner les bactéries, ayant reçu le plasmide recombinant. Pour ce faire, on ajoute des antibiotiques au milieu de culture. Dans un milieu sans antibiotiques, les bactéries se multiplient normalement et forment des colonies. Dans un milieu de culture contenant l'antibiotique A, seules les bactéries non transformées, ayant préservé le gène de résistance à l'antibiotique A, pourront se développer. Ce sont les clones 1, 5 et 6. Par contre les bactéries, ayant intégré le gène désiré, disparaissent, car elles deviennent sensibles à l'antibiotique A. Ce sont les clones 2, 3, 4 et 7. Dans un milieu de culture contenant l'antibiotique B, seules les bactéries résistantes à l'antibiotique B, pourront se développer. Ce sont les clones 1, 6 et 7. Par contre les bactéries ne présentant pas le gène B, disparaissent. Les bactéries génétiquement modifiées seront alors résistantes à l'antibiotique B, et sensibles à l'antibiotique A. Ce sont donc les bactéries du clone 7. Criblage des bactéries transformant par l'utilisation des sondes radioactives. Les sondes radioactives sont des molécules d'ADN monocaténaires, contenant des atomes radioactifs, ayant une séquence complémentaire à une partie du gène recherché. La technique de criblage par les sondes radioactives se fait selon les étapes suivantes. On transfère les bactéries sur une membrane de nylon, ou de nitrocellulose, en déposant tout simplement la membrane sur la boîte de pétri. On fait chauffer, puis tremper la membrane dans une solution contenant des sondes radioactives. En diminuant la température, les sondes pourront se fixer sur la partie de l'ADN, ayant une séquence complémentaire. C'est ce que l'on nomme hybridation. Un rinçage permet de retirer les sondes qui ne se seront pas hybridées. Comme les sondes contiennent des atomes radioactifs, on peut procéder à une autoradiographie. C'est-à-dire que l'on dépose la membrane sur un film radiographique pendant quelques jours dans le congélateur, puis on développe le film. Les atomes radiographiques réagiront avec le film, ce qui permettra d'identifier les colonies contenant le gène recherché. Remarque, la technique d'électrophorèse pour isoler le gène désiré. Au moment du clonage, pour isoler le gène désiré, on peut utiliser la technique d'électrophorèse. Cette technique est basée sur le déplacement de molécules ioniques, sous l'effet d'un champ électrique. Les molécules anioniques,
chargées négativement, migrent vers la cathode, et les molécules cationiques, chargées positivement, se déplacent vers l'anode. L'ADN est une molécule chargée négativement. Elle se déplacera donc vers la cathode. Les plus petites molécules pourront plus facilement se frayer un chemin dans le gel d'agarose, et migreront plus loin. Les plus grosses molécules resteront plus près des puits. L'isolement du gène désiré se fait selon les étapes suivantes. On met des échantillons d'ADN dans des tubes, en présence d'enzymes de restriction. Ces enzymes fragmentent la molécule d'ADN. On ajoute un colorant, le bleu de bromophénol, servant à visualiser l'avancement de la migration des fragments d'ADN. On met le gel d'agarose dans une solution tampon. On prélève des échantillons de chaque tube, avec une micropipette réglée sur le volume approprié, puis on remplit les puits sur le gel d'agarose. On branche les fils et on met le dispositif sous tension. Les fragments d'ADN migrent d'autant plus vite vers l'anode, qu'ils sont de petite taille. On arrête l'électrophorèse, lorsque le colorant le plus rapide à migrer, arrive près de l'anode. On colore l'ADN à l'aide du bromure d'éthidium, dont la coloration est révélée grâce aux ultraviolets. On fait la dénaturation des brins d'ADN double brin, en monobrin, par un traitement alcalin. On appose sur le gel d'agarose, une membrane nitrocellulosique, ou nylon. On place ensuite sur la membrane nitrocellulosique, du papier absorbant. Les fragments d'ADN sont alors transférés sur la membrane nitrocellulosique. On ajoute au milieu d'hybridation, des sondes radioactives d'ADN simple brin. L'hybridation correspond à une reconnaissance spécifique de la sonde radioactive, avec une partie des fragments d'ADN. On applique un film photographique à la surface de la membrane nitrocellulosique. Les radiations émises permettent l'impression du film photographique, et de cette manière, la visualisation de la localisation de l'hybridation est rendue possible. L'expression du gène désiré. Pour que le gène intégré dans le plasmide s'exprime dans la cellule hôte, celui-ci doit être entouré d'un système de contrôle. Ce système est constitué de séquences de gènes régulateurs, et de gènes de structure, que la cellule hôte devra reconnaître. Le système de contrôle permet de connaître les signaux d'initiation de la transcription de l'ADN du gène, suivi de l'élongation, et de la terminaison de l'ARN messager. Quelques domaines d'application du génie génétique. Production industrielle de l'insuline. L'insuline est une hormone hypoglycémiante, synthétisée par les cellules bêta des îlots de l'ingérence du pancréas. Elle est une hormone utilisée pour le traitement des diabètes. Le génie génétique a permis de produire de l'insuline humaine, à partir de bactéries génétiquement modifiées, à travers la stratégie expérimentale suivante. Isolement du gène de l'insuline. L'ARN messager codant pour la synthèse de l'insuline, est isolé des cellules du pancréas, par utilisation de la transcriptase inverse. On obtient de l'ADN C monocaténaire, puis avec la polymérase, on obtient l'ADN C bicaténaire, qui est le gène codant pour l'insuline.
Préparation d'un vecteur de clonage. Le vecteur de clonage utilisé, c'est un plasmide portant les gènes de résistance à l'ampicilline et à la tétracycline. Sur ce plasmide, le gène de résistance à la tétracycline contient un site reconnu par l'enzyme de restriction. On intègre les gènes de l'insuline au niveau de ce site. Préparation de la cellulote. La cellulote est une bactérie Escherichia coli, sans plasmide, initialement sensible à la tétracycline et à l'ampicilline. Le plasmide recombinant est introduit dans cette bactérie. Sélection des clones porteurs des gènes d'insuline. Le plasmide recombinant perd la résistance à la tétracycline. Ainsi, les colonies bactériennes capables de se développer sur un milieu contenant de l'ampicilline sont des bactéries ayant intégré le plasmide. On repère alors les colonies d'Escherichia coli, qui sont à la fois résistantes à l'ampicilline et sensibles à la tétracycline. Ces bactéries sont alors celles qui ont intégré le plasmide transformé avec le gène de l'insuline. Expression des gènes d'insuline. Les clones sélectionnés sont mis à cultiver à grande échelle. Le produit obtenu est purifié. L'insuline est ensuite analysée et testée sur les animaux. Lutte contre les insectes nuisibles en agriculture. La pyrale du maïs est un papillon nocturne. La femelle pond ses œufs à l'aisselle des feuilles du maïs. Après éclosion, les chenilles pénètrent dans la plante et provoquent des dégâts importants. Les chercheurs ont découvert une protéine toxique, capable de détruire les chenilles de la pyrale, mais inoffensif pour les vertébrés. Le gène qui code pour cette protéine se trouve d'une façon naturelle dans le programme génétique de la bactérie Bacillus thuringiensis. Grâce aux techniques du génie génétique, on a pu produire des plantes génétiquement modifiées, résistantes aux chenilles. Ces plantes sont capables de sécréter la protéine toxique pour les chenilles. Les étapes de la transgénèse chez le maïs. La transgénèse permettant d'obtenir une plante de maïs résistante à la pyrale, se fait selon les étapes suivantes. Extraction du gène qui code pour la protéine toxique, à partir des cellules de la bactérie Bacillus thuringiensis. Extraction d'un vecteur biologique, généralement le plasmide TI, de la bactérie Agrobacterium tumefaciens. Ensuite on incorpore au sein du plasmide, le gène qui code pour la protéine toxique. Les bactéries Agrobacterium tumefaciens, qui portent le plasmide modifié, sont introduites dans un milieu qui contient des protoplastes du végétal que l'on veut modifier. L'Agrobacterium tumefaciens parasite spontanément les protoplastes, ainsi elles insèrent dans ces cellules, les gènes de la protéine toxique. Les protoplastes se multiplient dans le cadre de la culture in vitro. Ainsi on obtient un grand nombre de plantules génétiquement modifiées. Les plantes génétiquement modifiées sont mises en terre, elles sont capables de produire leur insecticide.